Lundi 27 janvier 2014, il est 11 h du matin lorsque Sophie Thévenet, 24 ans, rentre de week-end à son domicile de Somme-Suip, dans la Marne. Elle arrive chez elle, elle voit tout de suite qu'il y a des choses qui clochent, la porte est ouverte. La maison est complètement en bazar. Pour elle, forcément, des gens sont rentrés et ont été visiter la maison pour voir s'il n'y avait pas des objets de valeur. Soupçonnant un cambriolage, la jeune femme, paniquée, court chercher de l'aide. Sophie Thévenet se présente chez ses voisins en disant « Venez, venez, j'ai peur de rentrer chez moi toute seule, peut-être que le cambrioleur est encore caché dans ma maison. » Donc le mari de sa voisine l'accompagne dans cette maison et commence à visiter avec elle les lieux. Effectivement, le salon est en désordre, mais les autres pièces de la maison sont en ordre relatif. Mais quand ils arrivent dans le garage, Sophie Thévenet et son voisin font une macabre découverte. Ils découvrent le corps du mari de Sophie Thévenet qui est allongé sur le sol. Il a une pioche sur le corps. Le voisin, sitôt la découverte effectuée, veut malgré tout voir si l'homme allongé au sol est toujours vivant. Donc il pose une de ses mains sur le torse de la victime et très vite il constate qu'il n'y a plus grand chose à faire. Les secours sont immédiatement prévenus. Mais en arrivant sur place, ils ne peuvent que constater la mort de Julien Thévenet. L'homme n'avait que 24 ans. Sa femme est bien sûr terrassée par la stupeur et le chagrin. C'est une femme qui est en état de choc parce qu'elle vient de découvrir son mari mort. Et donc forcément, elle est prise en charge par les pompiers qui l'emmènent à l'hôpital rapidement. Les gendarmes de la section de recherche de Reims sont aussitôt dépêchés sur place pour procéder aux premières constatations et relever les premiers indices. On procède au gel des lieux, c'est-à-dire qu'il faut un périmètre dit de sécurité afin que rien ne soit touché, que rien ne soit dérangé pour que les techniciens en identification criminelle puissent faire un certain nombre de constatations et des prélèvements qui pourront peut-être par la suite aider à comprendre ce qui s'est passé. Dès l'arrivée des TIC, les techniciens en identification criminelle, les premiers indices sont mis sous scellé, et notamment la pioche qui a été découverte ensanglantée, posée sur le torse de la victime, et qui pourrait être l'arme du crime. On peut imaginer, dans un premier temps, qu'un cambrioleur soit intervenu dans la maison, qui tombe sur Julien Thévenet, qui ait une lutte. Le cambrioleur peut très bien avoir pris la pioche au moment où il s'est battu avec Julien Thévenet et lui donner des coups de pioche. Voilà, c'est les premières choses sur lesquelles on peut se fixer au départ de l'enquête. Interrogée, la femme de Julien Thévenet confirme que cette pioche appartient bien à son mari et qu'elle est habituellement rangée dans un coin du garage avec d'autres outils. Mais après ce premier indice, les enquêteurs découvrent à proximité du corps une fourche, le deuxième indice de cette affaire. Elle n'est pas rangée là où elle devrait être rangée. Donc forcément, sur une scène de crime, on se pose toutes les questions possibles. Et en l'occurrence, retrouver une fourche pas loin d'un corps et pas rangée, ça interpelle. La fourche a pu être également utilisée par le ou les agresseurs. Elle est donc aussi mise sous scellé. Mais c'est un troisième indice qui laisse les enquêteurs perplexes. Une chaise d'enfant posée sur la jambe gauche de Julien Thévenet. Les gendarmes sont surpris par cette chaise d'enfant qui est à califourchon sur lui. On a l'impression qu'on sort d'un film d'horreur. Il y a quelque chose de aussi complètement surréaliste. Si Julien Thévenet est tombé sur des cambrioleurs et que ça s'est mal passé, on se pose la question de savoir pourquoi ils ont mis une chaise verte à cheval sur une jambe. Enfin, voilà, c'est vrai que c'est pas un détail qu'on retrouve beaucoup dans les affaires criminelles. Voilà, c'est vraiment une mise en scène grossière. Voilà, forcément, ça interpelle. Les TIC épluchent ensuite minutieusement les lieux à la recherche de la moindre empreinte digitale qui permettrait d'identifier celui qui a manipulé cette chaise. Malheureusement, aucune empreinte n'est décelable. Un médecin légiste est ensuite dépêché sur place pour les premières constatations médico-légales.
Le médecin légiste donc a examiné le corps et a constaté 7 plaies provoquées par un objet piquant tranchant qui constitue à l'évidence la cause de la mort, ce qui lui permet de confirmer qu'il s'agit d'un acte d'homicide volontaire. De toute évidence, Julien Thévenet a été frappé très violemment. Mais pour en savoir davantage sur les circonstances exactes de sa mort, son corps est transporté à l'Institut médico-légal de Reims pour y être autopsié. En attendant, les experts poursuivent leurs investigations dans la maison du couple Thévenet. On relève les empreintes, évidemment. On recherche de l'ADN, et toutes ces choses que l'on fait en temps normal lorsqu'on enquête sur un cambriolage. Et finalement, ça va s'avérer nul. Il n'y a rien. Mais ce qui intrigue surtout les gendarmes, c'est qu'ils ne relèvent aucun signe d'intrusion dans la maison. Les enquêteurs et éthiques remarquent que ni les fenêtres ni la porte ne supportent de traces d'effraction. En général, les cambrioleurs, ils entrent par la fenêtre, par les portes, ils n'ont pas les clés, ou alors ce sont des cambrioleurs assez adroits qui savent ouvrir une porte sans que ça se voie de l'extérieur. Enfin, 4e indice, l'ordinateur de la famille est saisi pour être analysé, comme le veut la procédure en pareille circonstance. À l'issue de ces premières constatations, les enquêteurs s'interrogent. Ce qui paraît plutôt curieux, c'est que, d'une part, il y a une seule pièce qui semble avoir été fouillée, le salon de cette maison, la chambre, etc., n'ont pas été touchés. Il y a très peu de choses qui ont été volées, une montre, 2 téléphones portables, un peu d'argent. Et puis d'un autre côté, il y a un corps qui semble avoir été victime d'une extrême violence pour finalement un cambriolage qui semble assez minime. Les enquêteurs se disent, quand même, ce cambrioleur, il est un peu bizarre dans son fonctionnement. C'est pas des choses qu'on voit tous les jours. Ça va faire partie de cette réflexion générale qui fait que ce cambriolage, c'est pas un cambriolage comme les autres. Le 29 janvier 2014, au lendemain du drame, le corps de Julien Thévenet est autopsié par le professeur Paul Fornès. Le légiste commence par un examen externe et relève immédiatement plusieurs blessures au niveau du crâne de la victime. J'ai constaté des hématomes au niveau du cuir chevelu bilatéral, dans les régions fronto-pariétales, donc dans ces régions-là, et qui notamment s'étendaient vers le visage, donc qui indiquaient plusieurs coups et surtout des coups portés avec violence. Un détail attire très vite l'attention de l'expert. Autour de l'une de ces plaies, la peau présente des marques particulières, des excoriations. Les excoriations cutanées sont un signe du contact de la peau avec un objet rugueux. Elle peut être râpée par le contact d'un objet contondant, mais elle peut être râpée, et c'est plutôt souvent le cas, contre le sol, un sol rugueux. Et pour l'expert, c'est cette seconde hypothèse qui est à retenir. Et ces excoriations prouvent que les coups portés ont entraîné un frottement de la tête contre le sol. En poursuivant son examen, le professeur Fornès note la présence d'une autre blessure significative. L'autopsie a révélé également une plaie au niveau de la main droite, une plaie superficielle par un objet piquant, coup de pan, qui indique ce que l'on appelle une plaie de défense, ce qui indique que la victime, faisant face à l'agresseur, a essayé de se défendre, a opposé sa main par rapport à l'objet. Sur le torse de la victime, le légiste retrouve les 7 plaies déjà signalées lors des premières constatations et toutes occasionnées par un même type d'arme. Une 8e blessure située dans le dos de la victime confirme l'extrême violence de l'agression. Cette plaie thoracique postérieure indiquait non pas un coup porté au niveau de la région thoracique postérieure, mais un coup porté dans la région thoracique antérieure qui a perforé
l'ensemble du corps. Le corps a donc été transpercé de part en part. Reste à déterminer quel type d'arme a pu infliger de telles blessures. Il ne s'agit pas de plaies par des coups de couteau, dont on a l'habitude en pratique médico-légale. Il ne s'agit pas des plaies de type cutter, etc. Il s'agit de plaies qui sont formées par un objet piquant, mais en même temps qui ont une caractéristique d'objet tranchant. Donc c'est un objet inhabituel. Les gendarmes montrent alors au légiste le premier indice qui a été retrouvé ensanglanté sur le cadavre, la pioche. Cet outil peut-il être l'arme du crime ? Et la réponse a été oui, non pas seulement parce qu'il s'agissait effectivement d'un objet ensanglanté, mais parce que l'examen de la lame correspond aux constatations lésionnelles que j'ai faites. Le légiste cherche ensuite les causes exactes de la mort de Julien Thévenet. L'autopsie a montré qu'elle avait été provoquée par la section de l'artère pulmonaire, qui est une grosse artère, qui est une artère profonde, qu'il est très difficile d'atteindre. Ce sont donc bien les coups de pioche qui ont provoqué le décès. Et selon l'expert, la mort est survenue dans les 3 jours précédant la découverte du corps le lundi matin, soit au cours du week-end. Mais l'examen ne s'arrête pas là. Une autopsie judiciaire doit être complétée par des prélèvements aux fins d'analyse toxicologique. C'est-à-dire qu'on va chercher, à partir de différents milieux, le sang, l'urine, l'estomac, l'œil, les cheveux, si la victime était intoxiquée. Ces prélèvements sont immédiatement envoyés en laboratoire. Leur analyse apportera peut-être aux enquêteurs de nouveaux indices qui leur permettront d'en apprendre davantage sur les circonstances de cette très violente agression. Mais l'expert est d'ores et déjà convaincu qu'il ne s'agit pas d'un cambriolage qui a mal tourné et confirme ainsi les premiers doutes des enquêteurs. Le cambrioleur, il vient pour voler. Il ne vient pas pour massacrer l'occupant. Il ne donne pas 7 coups de pioche dans le thorax. Mes constatations sont peu compatibles ou ne sont quasiment pas compatibles avec l'hypothèse d'un cambrioleur surpris qui voudrait se débarrasser de l'occupant de la maison. Si la mort de Julien Thévenet n'est pas liée à un cambriolage qui a mal tourné, qui a pu le tuer avec autant de violence ? Comme toujours, dans une enquête criminelle, les gendarmes vont commencer par se plonger dans la vie personnelle de ce jeune homme de 24 ans. Originaire du sud de la France et installé dans la Marne depuis 3 ans, Julien Thévenet était à l'aube d'une carrière prometteuse dans l'armée de l'air. Depuis qu'il est enfant, il a une passion, c'est les avions. Il va tout faire finalement pour bosser dans ce domaine-là, puisqu'il réussit à devenir mécanicien sur les Rafales. C'est pour ça d'ailleurs qu'il travaille sur l'une des 2 bases en France qui accueille les Rafales, celle de Saint-Dizier, la base 113. Voilà, il réalise son rêve. Très vite, le militaire fait l'unanimité auprès de ses collègues. C'est quelqu'un qui a bonne réputation, qui ne fait pas parler de lui en fait. C'est quelqu'un de très discret, mais qui va volontiers au-devant des autres et il s'entend vraiment très très bien avec ses collègues de la base aérienne de Saint-Dizier. Il est apprécié par ses supérieurs, ses chefs disent de lui que c'est un type très consciencieux, qui fait très bien son boulot. Il n'y a pas d'ombre au tableau. Depuis 3 ans, Julien Thévenet file le parfait amour avec Sophie, rencontrée sur un site internet et déjà maman d'un enfant. Tout semble sourire à cette petite famille recomposée. Ce qui était important pour Julien Thévenet, c'était d'installer sa famille, de faire en sorte que cette famille vive bien. Ils ont un joli petit pavillon qui est plutôt coquet, donc ils ont plutôt bien réussi. Ils n'ont pas 30 ans et ils ont déjà tout ce qu'un couple peut espérer avoir pour 30 ans. Pour sceller leur amour,
Sophie et Julien se marient en juillet 2013. L'année précédente, la famille s'était agrandie avec la naissance d'une petite fille. Il est comblé, il est ravi. Papa, mécanicien d'avion, c'est son... Voilà, il a atteint son but quelque part. À l'issue de cette enquête de personnalité, les enquêteurs doivent se rendre à l'évidence. Rien dans la vie de cet homme ne permet de percer le mystère de sa mort. Les proches de Julien Thévenet ne comprennent absolument pas ce qui a pu se passer. Si vous voulez, c'est juste complètement impossible que ce garçon qui est tellement gentil ait pu provoquer une telle haine qui ait engendré une telle violence de la part des auteurs du crime. Dès le lendemain du meurtre, Sophie Thévenet est entendue par les enquêteurs. La jeune femme leur explique qu'elle a vu son mari pour la dernière fois le vendredi 24 janvier, soit 3 jours avant de découvrir son corps. Ceci correspond à l'estimation du médecin légiste, selon lequel la mort est survenue au cours des 3 jours précédents. Autrement dit, Julien Thévenet a été tué entre le vendredi soir, après le départ de sa femme, et le lundi matin, jour où son cadavre a été découvert. Sophie Thévenet explique aux enquêteurs qu'elle quitte la maison familiale. Vers 18h30, elle laisse son mari, lui, doit rejoindre la base aérienne de Saint-Dizier. Sophie Thévenet précise qu'elle avait prévu de passer le week-end avec un ami, Sébastien Chantereau. Elle part le vendredi soir avec les enfants, elle part rejoindre Sébastien Chantereau. Le samedi, ils font les boutiques à Reims. Le dimanche, direction un parc d'attractions en région parisienne. Et retour à la maison le lundi matin. Voilà, c'est son programme du week-end. Les enquêteurs vérifient alors cet emploi du temps. Ils contactent les magasins que Sophie affirme avoir visités en compagnie du fameux Sébastien et réquisitionnent les images de vidéosurveillance du parc d'attractions. Ça colle, tout colle. Elle n'a pas menti. Le vendredi soir, elle partait bien à Reims. Le samedi, elle était bien à Reims. Le dimanche, elle était bien au parc d'attractions. Et donc, elle rentre lundi matin. Là-dessus, il n'y a pas de doute. Les enquêteurs s'interrogent tout de même sur la nature exacte de la relation entre les deux prétendus amis. Et à ce sujet, Sophie Thévenet se montre très franche. Sophie Thévenet déclare d'emblée que finalement, elle s'ennuyait chez elle, qu'elle voyait jamais son mari, et qu'elle a fini par aller sur Internet, sur des sites de rencontres, et que finalement elle est tombée sur Sébastien Chantereau, et qu'elle avait une relation amoureuse avec lui. La jeune veuve reconnaît donc avoir un amant depuis 4 mois, parce que son couple était au bord de la rupture. Sophie explique aux enquêteurs que Julien voulait la quitter, c'est pas elle qui voulait quitter Julien, c'est Julien qui voulait la quitter, qu'elle l'aimait toujours, qu'elle ne souhaitait pas du tout qu'ils se séparent, mais que, ma foi, puisque c'était sa volonté, elle ne l'empêcherait pas de le faire, et que bien qu'elle ait un amant, elle était toujours amoureuse de son mari. L'existence de cette relation extra-conjugale interpelle les enquêteurs. Mais pour le moment, ils n'ont aucune raison de douter de la sincérité de la jeune femme. L'impression que Sophie Thévenet laisse aux enquêteurs, c'est qu'en fait, tout est conforme à ce qu'elle dit. Elle ne cache rien, elle parle, elle collabore avec les enquêteurs là-dessus. Donc ça laisse vraiment l'impression qu'elle n'a rien à voir avec le crime. Voilà, à ce moment-là de l'enquête, Sophie Thévenet est dédouanée de tout soupçon quant à l'assassinat de son mari. Les enquêteurs poursuivent leurs investigations sur le meurtre de Julien Thévenet. Ils ont récolté plusieurs indices qui leur permettent de penser que sa mort n'est pas due à un cambriolage qui a mal tourné. Ils viennent également d'apprendre que sa femme entretient une relation adultère depuis 4 mois avec un certain Sébastien Chantereau, âgé de 26 ans. Cet homme, avec qui elle a passé le week-end avant de découvrir le corps de son mari en rentrant chez elle, est aussitôt convoqué à la gendarmerie pour être entendu.
Évidemment, la première chose que font les enquêteurs, c'est de passer le nom de Sébastien Chantreau au fichier. Là, on constate que le jeune homme a 2 condamnations à son casier judiciaire, notamment une pour des faits de violence. Mais voilà, c'est pas quelque chose qui pourrait être inhabituel. L'homme apparaît d'ailleurs tout à fait serein en répondant aux questions des enquêteurs. Alors au cours de cette audition, Sébastien Chantreau raconte aux gendarmes qu'il est ami-amant de Sophie, qu'il était au courant des difficultés du couple, qu'il envisageait éventuellement, si Julien partait, de s'installer, de vivre avec Sophie. Sébastien Chantreau précise même qu'il avait déjà eu l'occasion de croiser la victime du meurtre. Il connaît Julien Thévenet, puisqu'il s'est déjà rendu au domicile de Sophie et de Julien. Ils ont bu ensemble, ils ont pris un apéro ensemble, ils ont joué à la console. Et lui a fait quelques menus travaux dans la maison, sans pour autant que Julien Thévenet sache la réelle nature de la relation qu'il y a entre sa femme et Sébastien Chantreau. Comme avec Sophie Thévenet, les enquêteurs n'ont aucune raison de mettre en doute la sincérité des propos de cet homme. Il repart donc libre à l'issue de son audition. En espérant récolter des informations supplémentaires, les gendarmes décident d'auditionner les parents de Julien Thévenet. Et étonnamment, ceux-ci dressent un portrait de leur belle-fille très différent de ce qu'elle a laissé paraître devant les gendarmes. Les parents évoqueront une femme qui dirige de main de maître le foyer, c'est-à-dire que Julien Thévenet n'a pas le droit à grand-chose, c'est elle qui tient les cordons de la bourse. Il a même d'ailleurs dû remettre sa carte bancaire qu'elle a coupée. Lui, il n'avait plus du tout de quoi vivre, ou en tout cas lui laisser le minimum. Ils ont, eux, senti très vite que c'était un couple qui ne pouvait pas perdurer. Simplement, comme ce sont des parents aimants, ils ont laissé faire les choses. Sophie Thévenet est ainsi décrite comme une femme radine et très autoritaire. En témoigne cette anecdote pour le moins surprenante. Autre fait quand même important, et qui prouve aussi que Julien est soumis à son épouse, fortement soumis, c'est l'histoire de la douche. Elle empêchait Julien, mécanicien pourtant, de prendre une douche par jour. Il ne pouvait prendre qu'une douche tous les 2 jours. Selon ses parents, Julien Thévenet vivait ainsi un véritable calvaire. Ils finissent par dire que Sophie traitait leur fils Julien comme un chien, qu'il n'avait aucune autonomie, aucune liberté, qu'il était sous emprise totale de sa femme. On peut parler d'un homme maltraité, un homme qui ne peut prendre qu'une douche tous les 2 jours, un homme qui n'a pas de liberté financière, c'est de la maltraitance humaine. Même le jour du mariage du couple, les proches avaient déjà remarqué que l'ambiance était loin d'être chaleureuse. Ils se sont mariés 6 mois avant le décès de Julien. Et au cours de ce mariage, tous disent que Sophie était extrêmement froide. Il n'y avait aucun sourire, aucune chaleur humaine. C'était un mariage d'une froideur assez terrorisante. Les gens qui sont présents au mariage, clairement le disent, on n'a pas l'impression qu'on était au mariage. C'est plus une ambiance d'enterrement. C'est pas le plus beau moment de sa vie, quoi. Le père de Julien Thévenet livre alors aux gendarmes un sentiment personnel glaçant concernant l'une de ses dernières conversations téléphoniques avec son fils. Julien a téléphoné à son père pour lui dire qu'il n'en pouvait plus, que sa vie était un enfer, un cauchemar. Tant et si bien que quand on a annoncé la mort de Julien à ses parents, son père a pensé qu'il pouvait s'agir d'un suicide. Pourtant, en poursuivant les investigations, les enquêteurs apprennent que le jeune militaire ne semblait pas du tout dépressif. Au contraire, il envisageait de démarrer une nouvelle vie loin de sa femme. Julien Thévenet venait ainsi de faire une demande de logement sur la base militaire de Saint-Dizier. Et ce n'est pas tout. Il y a ce rendez-vous le vendredi avec la banquière pour justement avoir un compte en banque. Voilà, il veut ouvrir un compte en banque et il veut partir. Face à ces révélations, les convictions des enquêteurs vacillent. Ils pensaient que Sophie Thévenet leur avait joué la carte de la franchise, mais apparemment, elle ne leur a pas tout dit.
Alors qu'ils s'interrogent sur la sincérité de Sophie Thévenet, les gendarmes décident d'exploiter un nouvel indice, le téléphone portable de la jeune femme. Malheureusement, Elle déclare tout simplement qu'en partant en week-end avec Sébastien, elle avait laissé son téléphone en charge dans leur domicile. Quand elle est revenue le lundi matin, le téléphone n'était plus là et que c'est probablement ce ou ces cambrioleurs qui étaient partis avec. mais les enquêteurs ne sont pas au bout de leur surprise. Car quand ils demandent à l'amant de Sophie Thévenet, Sébastien Chantereau, de leur transmettre à son tour son téléphone portable, ils obtiennent quasiment la même réponse. Sébastien raconte aux enquêteurs qu'il s'est fait voler son téléphone à Reims aux alentours de 19h le vendredi soir. Alors qu'il attendait Sophie, donc ce téléphone, il a disparu. Là, les gendarmes, ils se posent réellement des questions. Parce que ça va être 2 téléphones qui disparaissent, 2 éléments qui sont extrêmement importants dans une enquête, puisque ça permet de localiser, ça permet de situer, ça permet de voir qui a appelé qui s'est envoyé quoi, etc. 2 téléphones volés sur une même période, la coïncidence est d'autant plus troublante que celui de la victime, Julien Thévenet, a également disparu. Mais les enquêteurs n'ont pas dit leur dernier mot. Car même en l'absence de ces indices clés que sont les 3 téléphones portables, des vérifications restent possibles, et notamment le bornage. Pour qu'un téléphone mobile puisse communiquer, il fait savoir sa position aux bornes alentours. Ça s'appelle le bornage. Ça permet de le géolocaliser, de trianguler la position d'un téléphone, au moins de manière approchée, et surtout à un instant donné. Les experts parviennent ainsi à retracer les déplacements des téléphones disparus. Et les résultats prouvent que pour la journée du vendredi 24 janvier, Sébastien Chantereau a menti aux enquêteurs. Contrairement à ce que dit Sébastien, son téléphone, il n'était pas à Reims. Il ne bornait pas à Reims à 19h au moment où il prétend se l'être fait voler. Ça change tout. Le bornage permet de dire que le téléphone de Sébastien Chantereau, en fait, il a emprunté la route qui mène à Sommesuip. Voilà. Et ce, dès le milieu de l'après-midi, dès le début de l'après-midi, vers 15h. Le téléphone de Sébastien a actionné un certain nombre de bornes pour finalement atterrir à Suip vers 19h. C'est sur la borne qui se trouve à proximité du domicile de Sophie et de Julien que se trouvait ce téléphone, après avoir fait ce cheminement entre Reims et le domicile de Suip. Mais l'expertise apporte d'autres révélations. Il se rend compte que le portable de Sébastien Chantereau, le portable de Sophie Thévenet et le portable de Julien Thévenet, en fait, sont quasiment éteints au même moment, au même endroit. Et quand les enquêteurs cherchent à quel endroit les téléphones se sont éteints, ils découvrent que les 3 appareils bornaient tous dans la zone du domicile du couple Thévenet, autrement dit, de la scène de crime. Les investigations sur la mort de Julien Thévenet se poursuivent avec les analyses toxicologiques des tissus et organes prélevés lors de l'autopsie. Question posée aux experts, la victime a-t-elle été droguée ou empoisonnée avant son agression ? On va rechercher en général tous les médicaments, tous les stupéfiants, et ensuite, quand on les a trouvés, on va les quantifier, on va les doser pour savoir en fait quel était l'état de la victime au moment du décès. Lorsque vous mourrez, tout est figé et plus rien ne bouge. Le toxicologue commence par rechercher les substances les plus communes, et notamment l'alcool. On a une alcoolémie de 0,42 grammes par litre, c'est pas quelque chose de très élevé. A priori, la victime a bu un petit peu avant le décès. La victime était donc un peu alcoolisée au moment du meurtre. Un état que les enquêteurs relient à un indice retrouvé lors des premières constatations, une bouteille de pastis posée sur la table du salon. Mais ce n'est pas tout, car l'expertise révèle également, dans le sang de Julien Thévenet, la présence de zolpidem. Le zolpidem, c'est un hypnotique, c'est-à-dire un somnifère. C'est un produit que l'on prend lorsqu'on veut aller dormir. Et c'est probablement ce qui marche le mieux aujourd'hui dans l'arsenal thérapeutique lorsque l'on veut dormir. Donc un puissant somnifère. Mais c'est surtout la quantité anormalement élevée de ce somnifère qui interpelle l'expert.
Lorsque vous prenez un comprimé, on prend généralement un comprimé pour aller dormir, on n'en prend pas 2 ou 3, on obtient des concentrations qui oscillent entre 80 et 150 nanogrammes par millilitre dans le sang. Et dans le cas présent, on a une concentration de 330 nanogrammes par millilitre. Ça n'entraîne peut-être pas le décès, mais je peux vous garantir que ça entraîne un endormissement important. Autrement dit, Julien Thévenet était totalement léthargique au moment de sa mort. Reste à savoir s'il a lui-même ingurgité cette importante quantité de somnifères ou bien si c'est son meurtrier qui l'a drogué avant de l'assassiner. Les enquêteurs sont persuadés que le militaire a été drogué par son agresseur. Et une ultime expertise va achever de les convaincre. L'analyse du 4e indice relevé dans cette affaire, l'ordinateur du couple Thévenet. On va faire une copie conforme des disques et des informations qui sont stockées. On va identifier les connexions qui sont faites vers l'extérieur, les comptes éventuellement sur les messageries. Et puis on va récolter de manière systématique tout ce qui peut être pertinent pour l'enquête. Et après analyse de la machine, les enquêteurs apprennent que des recherches ont été faites en ce qui concerne le somnifère qu'a ingéré la victime. Et ces recherches sont faites essentiellement pour savoir comment se dilue ce médicament, au bout de combien de temps les traces de ce médicament disparaissent dans un corps humain. À l'issue de ces expertises, l'étau se resserre sur l'épouse de Julien Thévenet, mais aussi sur son amant. Eh ben, l'histoire du meurtrier, c'est un peu comme le petit poussé, c'est-à-dire qu'il va laisser forcément des petits cailloux derrière lui. Et ce qui va se passer dans cette histoire, c'est que les enquêteurs, donc à force d'enquêter, vont trouver des indices, vont trouver ces fameux petits cailloux. Et lorsqu'ils auront eu un faisceau d'indices, que ce soit le bornage, l'expertise toxicologique, l'exploitation, ils vont commencer à avoir des doutes et donc des suspicions réelles sur le rôle de Sébastien Chantreau et Sophie Thévenet dans l'assassinat de Julien Thévenet. Désormais convaincu que Sophie Thévenet et son amant sont impliqués dans le meurtre, le juge d'instruction ordonne leur arrestation. Interpellé au domicile de Sébastien Chantreau, le couple est immédiatement placé en garde à vue. Et dès leur arrivée dans les locaux de la section de recherche de Reims, les deux amants sont séparés pour être entendus. C'est une méthode habituelle, c'est une bonne méthode que d'interroger dans une même affaire, dans un même temps de garde à vue, les différents protagonistes de manière séparée, sans qu'ils puissent communiquer bien évidemment, pour voir les versions des uns et des autres, pour voir les différences qu'il y a, les évolutions différentes, et pour mettre les gens face à leurs contradictions. Dès le début des interrogatoires, à la grande surprise des enquêteurs, les deux suspects apportent une nouvelle version concernant le téléphone portable de Sébastien Chantreau. Très curieusement, bien que Sophie et Sébastien ne sachent pas quel a été le résultat des études faites sur leur téléphonie, ils vont spontanément, l'un et l'autre, et de manière séparée, changer de version et déclarer que Sébastien n'était pas chez lui à Reims, mais était effectivement ce vendredi soir à 19h à Sweep. Les deux amants affirment ainsi que le vendredi soir, Sébastien Chantreau est en fait venu à Sweep pour déposer des CV dans les garages automobiles de la ville. Puis il est reparti à Reims pour le week-end avec sa maîtresse Sophie Thévenet. Le couple illégitime apporte ainsi une explication à la présence de Sébastien Chantreau non loin de la maison des Thévenet ce soir-là. Mais les gendarmes sont dubitatifs. Ils décident alors d'accentuer la pression sur Sophie Thévenet. Et cela va s'avérer payant. Elle finit par reconnaître qu'effectivement, son amant Sébastien est venu à leur domicile. Puis qu'à un moment, il y a une dispute, une engueulade qui a éclaté entre Sébastien et son mari, Julien. Ils se sont battus, il m'a dit d'aller dans la voiture et il est revenu quelques minutes plus tard et ils sont partis. Sophie Thévenet affirme alors aux gendarmes qu'à aucun moment son amant ne lui a avoué avoir tué son mari.
Elle explique même aux enquêteurs qu'elle était inquiète parce que durant ce week-end avec son amant, elle aurait tenté à 3 reprises de joindre Julien Thévenet sans succès et qu'elle a découvert le corps de son mari en arrivant le lundi matin à Somswip. La jeune veuve reconnaît ainsi à demi-mot la culpabilité de son amant tout en affirmant qu'elle n'est pour rien dans la mort de son mari. Pour les enquêteurs, la suite des interrogatoires s'avère délicate. Le jeu des gendarmes, c'est d'arriver à faire avouer l'un pour faire en sorte de faire craquer l'autre. Et donc dès que Sophie Thévenet va donner je dirais une bribe d'aveu, mais pire que ça, c'est-à-dire qu'elle va vendre Sébastien Chantrot en se dédouanant elle-même, les gendarmes en enquêteurs, ils vont prendre la déposition de Sophie Thévenet, ils vont l'amener dans la pièce d'à côté où se trouve Sébastien Chantrot, ils vont lui mettre la déposition devant les yeux, ils vont lui dire « Qu'est-ce que tu as à nous dire ?» Et lui s'écroule, il se met à pleurer, mais il continue à dire qu'il y est pour rien et surtout il continue à protéger sa maîtresse. Non, j'ai rien fait, elle non plus, elle est responsable de rien. Les enquêteurs sont désormais convaincus qu'ils ont le meurtrier face à eux. Mais l'homme semble incapable de passer aux aveux. On est dans une espèce de déni. C'est-à-dire que je pense qu'à ce moment-là, il se persuade, parce qu'il en a besoin, que leur amour est plus fort que tout, et qu'elle n'a rien fait, il n'a rien fait, et que le couple doit être protégé et préservé. Et en fait, c'est ça qu'il essaie de sauver. Après une nuit de repos, les interrogatoires reprennent. Et cette stratégie de temporisation semble immédiatement porter ses fruits avec Sébastien Chantrot. Les esprits se sont peut-être un peu remis en place pour lui. Manifestement, il a compris que Sophie Thévenet le lâchait. Et donc, il se met à table. Il se met à table et il se met à parler. Voilà. Il va dire que Sophie lui avait raconté que Julien tapait les enfants, qu'il la tapait, qu'il était violent, et que lui, bonhomme, etc., est intervenu pour essayer de faire cesser ses coups, pour essayer de faire cesser la souffrance qu'endurait Sophie. L'amant reconnaît alors avoir été l'initiateur du projet meurtrier. Selon lui, Sophie Thévenet ne serait pas forcément d'accord et puis très vite, elle va dans son sens et puis elle décide qu'il faut passer à l'acte très vite. Donc ça sera ce week-end-là puisqu'ils vont être ensemble. L'homme décrit alors le plan diabolique mis en place par sa maîtresse. Endormir Julien Thévenet avant de le tuer à coups de fourche ou de pioche, puis faire croire à un cambriolage. Pour ne laisser aucune trace du meurtre, ni aucun indice, Sophie Thévenet avait même prévu que son amant porte des gants, ainsi que des sacs en plastique en guise de surchaussure. Et donc elle demande à Sébastien Chantrot, qui prend régulièrement des somnifères, d'aller chez son médecin traitant et de faire renouveler une ordonnance de somnifères. Et il est convenu entre eux qu'elle va les donner le lendemain à Julien, son mari, et qu'elle l'appellera quand il sera à suivre pour lui dire « Julien dort, tu peux venir ». Sébastien Chantrot raconte ensuite aux enquêteurs comment le jour J, les amants sont passés à l'acte. Sophie Thévenet, elle se trouve au sein du foyer conjugal et elle a l'habitude de servir un pastis à son mari en fin de journée. Et là, elle décide de glisser des somnifères dans le verre de pastis de Julien Thévenet. Il boit la boisson et puis rapidement il s'endort. Une fois qu'elle a l'assurance qu'il est endormi, elle envoie des SMS à Sébastien Chantrot, son amant. Mais l'amant affirme qu'en arrivant sur place, il a voulu faire machine arrière. Il va dire qu'il ne veut plus rester. Il va dire qu'il veut repartir. Et elle lui aurait dit que c'était pas possible, qu'ils avaient été trop loin et que maintenant il fallait aller jusqu'au bout. Donc il va finir par pénétrer dans la maison et il va trouver Julien Thévenet allongé sur un canapé, endormi.
Selon Sébastien Chantreau, sa maîtresse et lui ont ensuite transporté le corps inerte de Julien Thévenet dans le garage. Mais soudain, Julien s'est réveillé. Donc Sébastien, pour empêcher Julien de réagir, a frappé la tête de Julien contre le sol du garage, ce qui explique les blessures retrouvées lors de l'autopsie. Sébastien Chantreau s'empare alors du deuxième indice qui avait été retrouvé sur la scène de crime. Et il va s'emparer de la fourche qui se trouve dans le garage pour tenter de transpercer, de tuer sa victime à coups de fourche. Mais hélas, ça fonctionne pas. Toujours selon Sébastien Chantreau, Sophie Thévenet a pris alors les choses en main. Comme elle voit que Sébastien Chantreau n'est pas capable de faire l'essentiel, c'est-à-dire de tuer cet homme, elle va l'aider physiquement. Donc elle va le tenir, elle va même lui, d'après Sébastien Chantreau, introduire à un moment donné une surchaussure dans la bouche pour l'étouffer ou étouffer ses râles. Et puis elle va être derrière lui constamment. C'est-à-dire qu'elle va avoir ce rôle d'harceleuse, de lui dire qu'il est nul, qu'il faut y aller, quoi. Sébastien Chantreau a alors saisi la pioche et s'est agenouillé pour asséner 7 coups dans le thorax de Julien Thévenet jusqu'à ce que celui-ci rende son dernier souffle. Puis les amants se sont débarrassés de tous les indices susceptibles de les relier au meurtre. Évidemment, on s'en souvient, lorsque le voisin pénètre dans la maison, tout semble correspondre à un cambriolage, donc il faut mettre un petit peu de chantier dans la maison. Ensuite, ils se saisissent donc évidemment de leurs téléphones portables respectifs et ils prennent également celui de la victime. Donc les 3 téléphones partent en même temps que les 2 suspects sitôt le meurtre commis. Et enfin, ils se saisissent d'un sac dans lequel ils mettent donc ses gants, ils mettent les sachets que lui avait aux pieds. Sébastien Chantreau indique avoir jeté le sac contenant les gants et les surchaussures dans une benne à ordures. Les enquêteurs savent donc qu'ils ne pourront jamais le retrouver. En revanche, l'homme leur livre une information essentielle, le lieu où il s'est débarrassé des 3 téléphones portables. Et il va expliquer que le téléphone de Sophie Thévenet et son téléphone vont être mis dans un canal et que le téléphone de Julien Thévenet va être jeté sur une voie ferrée qui se trouve à quelques mètres de la maison. Mais avant de se rendre sur place, les gendarmes veulent confronter Sophie Thévenet aux aveux de son amant. Sébastien Chantreau vient d'avouer l'assassinat de Julien Thévenet et la responsabilité de sa maîtresse dans l'élaboration du plan criminel. Les enquêteurs s'empressent donc de soumettre ses aveux à celle qui l'incriminent. On va mettre sous les yeux de Sophie Thévenet les dépositions de Sébastien en lui disant voilà, ça y est, il a dit toute la vérité, maintenant vous pouvez enfin nous dire ce qui s'est passé. Et elle, tranquille, elle va continuer à nier de façon farouche en disant qu'elle ne comprend pas et qu'elle n'a absolument rien à voir avec ces faits. Elle dit même qu'elle regrette de ne pas avoir prévenu les gendarmes avant. Elle dit qu'elle est complètement étrangère à tout ce qui s'est passé. Les gendarmes annoncent alors à Sophie Thévenet que grâce aux aveux de son amant, ils vont certainement retrouver les 3 téléphones portables disparus. Et soudain, la jeune veuve craque. Elle a drogué, elle reconnaît, c'est ce qu'elle dit, j'ai drogué mon mari, mais par contre, non, moi je l'ai pas tué. Elle se dédouane tout de suite. Voilà. Encore une fois, elle n'a été que passive dans cette affaire. C'est Sébastien Chantreau qui a tout fait, c'est lui qui a transporté seul le corps inanimé de son mari dans le garage, c'est lui qui lui a asséné à plusieurs reprises des coups de pioche. Elle ne se trouvait pas dans le garage à ce moment-là. Les enquêteurs ont du mal à croire cette version. Persuadés que Sophie Thévenet leur ment, ils continuent de l'interroger. Sous le feu des questions, la jeune veuve finit par reconnaître qu'elle s'est rendue sur la scène de crime à 2 reprises. Elle livre alors une nouvelle version qui diffère encore de celle de son amant. Une première fois, elle a constaté que son mari était défiguré et que son amant, Sébastien, était en train de l'étrangler.
Elle est repartie à ce moment-là, puis elle est revenue une seconde fois, et c'est pendant ce second déplacement dans le garage qu'elle a vu Sébastien en train de frapper au sol le corps de Julien. Et qu'à un moment même, la pioche dont se servait Sébastien aurait cogné, aurait ripé sur le rail qui sert à la fermeture de la porte du garage. À l'issue de ces interrogatoires, les gendarmes comprennent que chacun des deux amants cherche à minimiser son rôle dans l'acte meurtrier. Mais en attendant la poursuite de l'enquête, Sébastien Chantreau est mis en examen pour assassinat et Sophie Thévenet pour complicité. Et tous les deux sont incarcérés. En espérant y récupérer des informations intéressantes, les enquêteurs partent à la recherche des 3 téléphones portables. Ils se rendent donc sur les lieux indiqués par Sébastien Chantreau. Les experts commencent par sonder le canal de la Marne et récupèrent effectivement les téléphones des deux amants. Le portable de Sophie Thévenet et de Sébastien Chantreau sont forcément dans un sale état puisqu'ils ont été dans l'eau pendant un moment. Ce ne sont pas des téléphones étanches, donc l'eau va rentrer, elle va oxyder les pistes, ce qui, en principe, est irréversible. Alors ils sont restés 2 semaines, 2 semaines c'est suffisant pour commencer à avoir des dégâts. Quant au téléphone de Julien Thévenet, il est retrouvé sur une voie ferrée. Celui-là n'a pas été immergé, mais il présente tout de même des dégâts importants. On peut imaginer qu'il a été abîmé par le passage de un ou plusieurs trains. Et effectivement, il a été déformé, son écran a été brisé, je crois que la batterie également a été abîmée. Ces 3 indices clés sont aussitôt envoyés en laboratoire, car malgré la dégradation des appareils, les experts en téléphonie ont bon espoir de les faire parler. Un système comme un téléphone est fait pour être relativement solide. Un téléphone se balade dans votre poche toute la journée, il faut qu'il soit capable de fonctionner correctement. Donc il y a des mécanismes internes qui garantissent que l'information est maintenue en suffisamment bon état pour être utilisable au jour le jour. Effectivement, après avoir récupéré les éléments internes des 3 téléphones, les experts parviennent à les faire fonctionner à nouveau. Les composants essentiels qui contiennent l'information n'ont pas été abîmés dans ce processus. Et donc les enquêteurs ont pu extraire les informations qui les intéressaient par rapport à ça. C'est ainsi que les enquêteurs mettent la main sur les données stockées dans les téléphones, et notamment des SMS échangés par les deux amants au sujet du divorce du couple Thévenet. Il va tout me prendre. Il va prendre ma fille. Il va revendre la maison. Il ne te prendra rien, car il ne sera plus là. Il va tout me prendre. Laisse-moi, s'il te plaît. Non, je t'appelle dans 5 minutes. Tu me réponds, s'il te plaît. J'ai tout perdu. Elle explique à Sébastien Chantreau qu'elle va tout perdre dans cette histoire-là et qu'il ne lui laissera rien, qu'il n'a pas l'intention de lui laisser quoi que ce soit, qu'il va surtout lui prendre ses enfants. Ça, c'est la menace qu'elle mettra en avant dans les raisons qu'elle a évoquées pour tuer son mari, c'est qu'elle ne veut pas perdre ses 2 enfants et que lui l'a menacé de lui faire retirer. Mais en découvrant ensuite les SMS que Sophie a échangés avec son mari, c'est une toute autre réalité qui apparaît quant au comportement de Julien Thévenet. Me prends pas mes enfants. C'est tout ce que je demande. Et laisse-moi un peu de temps pour faire mes démarches. On en parle mercredi et on fait les choses ensemble, voilà. Ne t'inquiète pas pour les petits. On se rend compte, de par la nature des écrits, des SMS, qu'en fait Julien Thévenet est très avenant. Il est très sensible à la gestion de ce couple qui va plus bien et qui est en instance de divorce. Donc on a un homme qui veut que tout se passe bien. Voilà. De toute évidence, Sophie Thévenet a donc menti à son amant en lui affirmant que son mari était violent et qu'il exigeait la garde des enfants. Pour les enquêteurs, la femme n'avait alors qu'un seul but, pousser Sébastien Chantreau à commettre l'irréparable. Elle a fait en sorte, elle a motivé quelque part, elle est le moteur de cet homicide en ayant raconté à son amant de fausses histoires de maltraitance. Sophie a essayé de manipuler son amant.
Les enquêteurs ont désormais la certitude que Sophie Thévenet est bien l'instigatrice de l'assassinat de son mari et qu'elle a persuadé Sébastien Chantreau d'être son bras armé. Pour comprendre comment les deux amants ont pu passer à l'acte, leur expertise psychiatrique est ordonnée, à commencer par celle de la jeune femme. Ce qui est pointé, au-delà du fait qu'elle ne présente pas de troubles mentaux, c'est le fait qu'elle est très attirée par le fait de dominer ou de manipuler. Cette femme, finalement, vit, avant les faits criminels, deux histoires en parallèle, où elle domine deux hommes, son mari, depuis assez longtemps déjà, et puis de notre côté, une relation avec l'amant, plus fragile, moins solide, et avec une passion donc pour cette femme, qui fait que il est un peu aveuglé. Pour les experts, c'est bien la fascination exercée par Sophie Thévenet sur son amant dans une relation de domination qui a poussé Sébastien Chantreau à accepter de tuer. On peut dire qu'il a été un bras armé, mais pas qu'un bras armé. C'est-à-dire qu'il n'aurait pas tué cet homme s'il n'avait pas connu sa femme. Mais après, c'est pas parce que on serait contraint à faire ça que la plupart d'entre nous le feraient. Évidemment qu'on ne ferait pas des choses comme ça, c'est inadmissible. Mais lui a été capable de le faire, il a été capable de l'admettre. Donc c'est pour ça que c'est à la fois un bras armé, mais c'est aussi un acte volontaire de sa part, puisqu'il a admis le fait de faire ça. Ainsi, selon les experts, la volonté de Sophie Thévenet d'assassiner son mari a pu être nourrie par la peur de perdre son pouvoir. Quand il annonce le divorce et le fait qu'il va s'autonomiser, c'est-à-dire échapper à la contrainte de sa femme et à sa manipulation, à sa mainmise sur lui, sur sa vie, sur son salaire. Sa femme vit ça comme le fait que le mari lui échappe, retrouve sa liberté en quelque sorte. Ça peut être évidemment un facteur déclenchant, un facteur précipitant, parce qu'elle sent que c'est la fin, que c'est fini. Mais ce n'est pas tout. En enquêtant sur le patrimoine du couple, les enquêteurs mettent la main sur un ultime indice. Ils constatent alors que Sophie Thévenet avait un autre intérêt, très matériel cette fois, à se débarrasser de son mari. Il y avait un mobile très sérieux dans cet homicide, que Sophie est une femme vénale, qu'elle est très attirée par l'argent, que si son mari mourait, les traites de la maison, le crédit de la maison disparaîtrait puisqu'il y a une assurance. Les gendarmes découvrent aussi l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Julien Thévenet au bénéfice de sa femme pour un montant de 200 000 €. Elle sait qu'elle va toucher une assurance vie, elle sait que la maison va être payée. Et voilà, on a le mobile. On a le vrai mobile dans cette affaire. C'est l'argent. Après un an d'enquête et malgré toutes les investigations menées par les enquêteurs, des zones d'ombre subsistent sur les circonstances exactes du terrible assassinat de Julien Thévenet. Sébastien Chantreau m'a toujours dit que lui, quand il avait quitté cette scène de crime, cette chaise n'était pas là. Enfin, en tout cas, il n'y avait pas de chaise. Donc la seule hypothèse qu'on peut émettre, c'est que le lundi matin, lorsqu'elle est venue pour aller chercher son voisin pour dire qu'elle avait été cambriolée, elle est passée certainement par chez elle, qu'elle est rentrée dans le garage et qu'elle y a elle-même déposé cette chaise qu'elle a mise à califourchon sur le corps de son mari. En plus de son acte odieux, Sophie Thévenet n'a pas hésité à salir la mémoire de son mari en l'accusant d'être violent. La famille de Julien Thévenet a toujours très mal vécu ces dires, ces accusations. Ça ne correspondait pas du tout à leur fils. Il fallait rétablir la vérité. L'enquête a permis de rétablir l'honneur, la probité, l'honnêteté qui transpirait de la personnalité de Julien Thévenet. Cette personnalité, les parents de Julien Thévenet tiennent aussi à l'honorer pour leur petite fille, qui n'avait que 18 mois au moment où sa mère a assassiné son père. Il existe une victime dont on parle peu dans ce dossier. C'est l'enfant qu'ont eu en commun Julien et Sophie Thévenet. Une enfant qui est maintenant sous tutelle des parents de Julien Thévenet et qui veulent tourner la page. On a l'impression avec Julien Thévenet que ça a été une vie fauchée. Tout s'ouvrait à lui, il avait tout pour être heureux. Et puis finalement, il n'est pas tombé sur la bonne personne. On a cette impression de gâchis énorme alors qu'il avait tout pour être heureux.